Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, aux nombreuses personnes qui sont connectées. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire proposé par la CGT Spectacle et ses syndicats par rapport à la renégociation en cours de la convention d'assurance chômage et des annexes 8 et 10. On va donc passer une petite heure ensemble dans ce webinaire qui est par ailleurs enregistré et retransmis sur Facebook. Et donc, on va échanger autour de trois thèmes principaux. Tout d'abord, les enjeux de cette négociation. Ensuite, les revendications que nous portons dans ce cadre. Et puis, on finira par un point sur la mobilisation à mener pour faire valoir nos revendications dans un temps qu'on verra qui est extrêmement contraint. Nous avons comme intervenante et intervenant ce soir donc Denis Gravouille, qui est secrétaire général de la Fédération du spectacle, négociateur confédéral sur la question d'assurance chômage et également négociateur au niveau des annexes 8 et 10. Nous avons également Antoine Galvani qui va allumer sa caméra d'un instant à un autre, Pas allumer ma qui caméra. est secrétaire national du SNAM, le syndicat des artistes musiciens, et également Joachim Salinger pour le syndicat français des artistes interprètes. Et Bonjour tout je le monde. serai donc la présentatrice, entre guillemets, de ce webinaire. Donc, je suis Claire Serpon, secrétaire générale adjointe du Syntac CGT. Au niveau des règles du jeu pour ce webinaire, donc vous avez, vous, spectatrices et spectateurs, deux moyens d'interagir. Vous avez un onglet discussion pour poster vos commentaires, etc. Et également, très important, en bas de votre fenêtre Zoom, un onglet Q et R pour questions et réponses, où vous pouvez poser toutes vos questions que je retransmettrai aux panélistes de ce webinaire pour qu'ils et elles puissent y répondre. Et je propose qu'on attaque sans trop tarder avec tout d'abord un rappel rapide des règles de négociation pour qu'on soit toutes et tous bien au fait de comment ça se passe. Et donc, il va y avoir un petit partage d'écran. Voilà. Très brièvement, pour rappeler un petit peu comment se déroule cette négociation. Donc, vous avez tout d'abord une étape qui est au stade du gouvernement, qui commence par adresser une lettre de cadrage aux organisations professionnelles représentatives au niveau interprofessionnel et national. Donc, on a d'un côté MEDEF, CPME, Co, et de l'autre les cinq organisations syndicales de salariés CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE, CGC, qui négocient donc la convention d'assurance chômage et ont aussi pour mission d'adresser une lettre de cadrage pour les annexes 8 et 10. On reviendra d'ailleurs sur cette lettre de cadrage dans le déroulé. Ensuite, on a une négociation qui se déroule au niveau du ce qu'on appelle le régime général d'assurance chômage et une négociation qui se déroule au niveau des annexes 8 et 10 avec la FESAC côté patronal et puis les organisations représentatives, syndicales représentatives de salariés dans le champ du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Ces négociations, elles se déroulent sous la houlette, entre guillemets, d'un comité d'experts et d'expertes qui est nommé par le gouvernement et qui a charge de produire des analyses chiffrées sur les revendications des différentes organisations négociatrices et puis également de vérifier que, si accord il y a, ils respectent la lettre de cadrage du MEDEF. Donc, on est à ce stade de négociation dans les annexes 8 et 10 depuis maintenant 2 semaines, dans un cadre extrêmement contraint puisqu'on doit rendre notre copie le 27 octobre. Et donc, in fine, soit on aboutit à un accord, auquel cas il doit être repris tel quel au niveau interprofessionnel, après que le comité d'experts ait bien évidemment vérifié que le cadrage est respecté. Et si désaccord il y a, qu'il y a un non-respect du cadrage,
à ce moment-là, c'est le niveau interprofessionnel qui reprend la main sur les annexes 8 et 10. Sachant que tout ce que je vous présente, bien évidemment, c'est le cadre légal pur, mais qu'il y a bien évidemment des marges de manœuvre possibles en fonction des rapports de force qu'on arrive à créer. Et puis donc, ensuite, on remonte au niveau du régime général, donc la Convention globale d'assurance chômage, où s'il y a un accord, eh bien, à ce moment-là, qui respecte la lettre de cadrage, bien évidemment, à ce moment-là, le gouvernement agrée l'accord par voie de décret. Et s'il y a des accords, eh bien, c'est le gouvernement qui reprend la main sur les règles d'assurance chômage. Donc, voilà pour ce petit cadrage, entre guillemets, de comment se déroule la négociation. Je vais tout de suite arrêter ce partage d'écran, pour que donc on puisse poursuivre la suite de ce webinaire. Et donc, je vais passer la parole à Denis Gravouille qui va nous expliquer donc les enjeux autour de cette négociation. Denis, c'est à toi. Denis, Denis a quelques problèmes de connexion, il est figé partout. Et de notre côté, Claire, on ne peut pas allumer nos caméras, en fait. C'est pas exprès hein, je pense que c'est l'animateur de débloquer ça, ou l'animatrice. Denis, Moi, pas de bol. Je ne sais pas si le MEDEF est derrière tout ça, mais j'ai une t'entends connexion. pas. Ah, Ah si, moi j'ai Pourtant, le Denis. micro, je vois qu'il est ouvert. ouais, ça y est, ça y est, je marche avec le micro, mais j'avais une T'entends connexion toujours Internet pas. instable, donc j'espère qu'on ne va pas être coupé. Bizarrement, d'habitude, ça Les marche très aléas bien. de... Bon. Alors, Si on t'entend, Denis, je pense que c'est Claire qui a, d'accord. Tu peux qui y a- aller, apparemment, les autres Ouais, t'entendent, mais pas moi. Donc, ok. ça fait partie des aléas de la Bon. technique, mais c'est bon, je vais essayer de résoudre ça. Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Denis Gravouille, je suis à la fois secrétaire général de la CVT Spectacle et donc faisant partie des négociations sur le spectacle et en même temps responsable de la négociation du régime général. Donc, Claire vient de parler. J'ai eu 2-3 coupures, mais c'est quand même, je pense avoir compris ce qui a été dit grâce au schéma. Pour donner maintenant un peu dans le fond de ce qui se passe, la négociation du régime général en dehors du calendrier, elle est marquée cette année par une lettre de cadrage. Alors, il y a 2 lettres de cadrage, il faut qu'on soit bien clair, hein, ça a été dit dans le schéma de Claire. Une lettre de cadrage du gouvernement qui est arrivée le 1er août et une lettre de cadrage d'une partie des signataires interpro qui sont en train de négocier le régime général. La lettre de cadrage du gouvernement, elle a été marquée par le fait qu'il y a une injonction à faire une ponction sur les annexes 8 et 10, enfin sur le régime général, sur l'UNEDIC, une injonction à prélever 12 milliards d'euros sur 4 ans pour financer France Travail. On n'a pas le temps ici de détailler ce qu'est France Travail, un projet de loi dit plein emploi, avec 14 000 guillemets de notre part, a été voté au Sénat puis à l'Assemblée. Il prévoit en gros de créer un grand réseau dans lequel Pôle emploi deviendrait France Travail, mais aussi d'autres institutions, les missions locales pour l'emploi des jeunes, les Cap emploi qui s'occupent des travailleurs handicapés, etc., etc. Et surtout d'inscrire tous les allocataires du RSA, ils sont que 40% actuellement à être inscrits à Pôle emploi, mais d'inscrire tous les allocataires du RSA à ce France Travail avec l'essentiel du projet de loi, c'est un durcissement des sanctions. Alors, évidemment, dans les médias, le gouvernement dit au contraire, c'est un allègement des sanctions. Mais en réalité, actuellement, les sanctions, elles s'appliquent qu'en cas de fraude. Et donc, dans ces cas-là, il y a peu de sanctions. En réalité, là, il est prévu un lot de sanctions et de suspensions radiation qui est assez énorme. Donc, France Travail, du coup, pour financer ça, et on pourrait reparler de ce que ça peut avoir comme effet France Travail. Pour financer ça, le gouvernement prévoit d'aller encore plus ponctionner les allocations chômage, enfin, la collecte destinée aux allocations chômage,
en retirant une partie des sommes qui sont censées y être consacrées. Donc, c'est ça qui est prévu. Alors, la négociation, comme ça a été dit, doit se terminer avant le 15 novembre. Les dernières dates sont prévues 9 et 10 novembre. Donc, de ce côté-là, il faut voir quels vont être les dangers. Pour l'instant, il n'y en a pas d'aussi identifiés que dans le champ spectacle. Mais le danger, il va être encore une fois de voir encore baisser les droits des chômeurs du régime général, en tout cas ceux qui restent indemnisés, puisqu'on est tombé à un tiers de chômeurs, 36% de chômeurs indemnisés, et que les allocations ont fondu, particulièrement pour ceux qui ont un emploi discontinu, les intérimaires, les saisonniers, en co, dont 40% des allocataires sont tombés en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est un point extrêmement majeur. Donc, au-delà, donc France Travail, sanctions pour les allocataires du RSA, tout ça financé par une grosse ponction sur le budget de l'UNEDIC. En gros, Pôle emploi est déjà financé à 82% par la ponction de 11% de ce qui est destiné à la collecte de l'UNEDIC. Là, il passerait à 13%, plus une non-compensation des exonérations de cotisations patronales. Donc, ça fait une grosse somme et ça conduirait carrément l'UNEDIC à devoir réemprunter même pour 2023 et 2024, c'est-à-dire, pour ceux qui ont suivi les questions autour de la dette, de devoir encore filer 800 millions d'euros aux banques en paiement d'intérêts bancaires. Donc, c'est une absurdité totale, puisque ça ne va ni aux allocations chômage, ni ailleurs. Donc, dans ce contexte-là, les négociations du régime général, elles se déroulent à peu près toutes les semaines jusqu'au 10 novembre. On est face à un patronat qui n'est pas d'accord avec la ponction du gouvernement, mais qui est très d'accord avec les baisses de droits qui ont été prévues. Une des façons de le prouver, cette baisse de droits, c'est que quand une des premières choses qu'il fallait négocier, c'était donc la deuxième lettre de cadrage, la lettre de cadrage pour le champ des années 8 et 10, pour le champ des intermittents du spectacle, puisque depuis la loi de 2015 et depuis les batailles qu'on a menées sur la période 2014-2016, la loi prévoit que quand une négociation au régime général commence, il y a une négociation qui est convoquée avec les organisations syndicales représentatives dans le spectacle et la FESAC, qui est l'organisation patronale du secteur, qui n'est pas au MEDEF, avec qui nous avions signé l'accord de 2016. Et re-signé d'ailleurs en 2019, un accord qui, lui, n'a pas été appliqué. On va y revenir tout à l'heure. Donc, ces négociations, elles ont démarré à leur tour dans un délai extrêmement contraint, puisqu'il faut encore finir 15 jours plus tôt que les négociations du régime général, puisqu'il faut revenir avec un accord ou pas, enfin en tout cas s'il y a un accord qui soit soumis aux fourches codines du régime général. Je rappelle qu'en 2016, ce n'était pas ce qui s'était passé, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord au régime général et que l'accord qu'on avait arraché et signé en 2016, il avait été transposé par décret par le gouvernement. Donc c'est une des hypothèses pour cette année aussi, s'il n'y a pas d'accord au régime général. Alors, en gros, si on reprend le schéma que Claire a diffusé, il y a une sorte de triangle. Le gouvernement qui réclame de ponctionner le régime général, mais qui ne réclame pas officiellement de baisse sur les intermittents du spectacle. Le ministère de la Culture ou le ministère du Travail disent non, mais nous, statu quo, on ne touche à rien dans ce domaine-là. Mais par contre, au régime général, il y a eu donc une lettre de cadrage qui a été signée. Alors finalement, aux premières versions du MEDEF, c'était moins 40% d'économie. Là, finalement, ce qui a été signé, c'est une lettre à moins 15%. Alors, avant, je vais revenir sur les moins 15%. La lettre, elle a été signée par le MEDEF, la CPME, l'UDP, c'est-à-dire les trois patronaux interprofessionnels, et trois organisations confédérées, la CFDT, la CFTC et la CGC, même si leur fédération, en tout cas pour la CGC, était contre la signature de cette lettre de cadrage. Évidemment, CGT et FO n'avons pas signé cette lettre de cadrage, d'autant plus que je disais que pour la CGT, il n'est pas question d'accepter des économies sur quelque catégorie que ce soit, et s'il y a un accord, pour nous, ça ne peut être qu'une amélioration, surtout au régime général où les droits ont beaucoup baissé.
Alors, on en est là. Les négociations, elles se poursuivent dans les deux champs, avec ces deux lettres de cadrage, bon, avec des négociations au régime général où je ne détaille pas, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais d'autres publications de la CGT en parlent. Et pour la CGT, pour le côté spectacle, nous tâchons de vous tenir au courant de tout ce qui s'y passe. Pour l'instant, la négociation, même si le temps est super contraint, elle a à peine démarré pour parler alors, pour ce qui est de notre part, on va y revenir avec notamment Antoine et Joachim sur nos revendications, mais pour l'instant, elle attend encore même la réunion on a eu rencontré une première fois le comité d'experts. Comité d'experts, pour ceux qui s'en rappellent, il y a un groupe de quatre experts qui font interface avec les services de l'UNEDIC pour évaluer. Et normalement, ce comité d'experts doit faire un rapport, un bilan de l'accord de 2016. Mais pareil, ils viennent juste de commencer à travailler. On a eu quelques chiffres et il y a une grosse donnée évidemment très importante, c'est qu'entre 2016 et 2023, il y a eu le Covid avec les années que nous connaissons, l'année blanche et avec ses imperfections, mais évidemment qui gèle beaucoup de choses. Et évidemment, l'interdiction de travailler pour certains secteurs pendant plus de 11 mois, même au-delà, puisqu'il y a eu les deux confinements et des interdictions ou des restrictions à travailler qui ont débordé avant et après ces confinements. Donc qui perturbent complètement, évidemment, les périodes d'emploi et donc les périodes relevées pour l'assurance chômage pour un grand nombre d'entre nous, notamment dans le spectacle vivant. Alors, les négociations se poursuivent. La FESAC, qui est donc la Fédération des employeurs du spectacle, de l'image et du cinéma, a sorti un communiqué vendredi dernier en expliquant que pour eux, la lettre de cadrage n'était pas tenable, surtout dans un délai aussi court, mais que la négociation se poursuivait en regardant l'accord de 2016, en dépoussiérant, comme ils l'ont dit, l'accord de 2019, donc jamais appliqué, qui pour nous est important aussi pour corriger un certain nombre d'effets de l'accord de 2016. Et donc, voilà où nous en sommes. On va venir sur ce que nous défendons, mais ma conclusion pour l'instant, c'est que peut-être que certains ne s'attendaient pas à ce que le MEDEF soit le MEDEF, en gros, qu'il allait dire, bon, on ne va pas taper sur les intermittents. On a le sentiment qu'il fallait qu'il tape sur les intermittents d'abord parce que c'est sa position historique. D'autre part, parce qu'il c'est une façon d'enfoncer un coin par rapport au gouvernement avec lequel il est aussi en conflit. Et puis troisièmement, parce que c'est aussi une façon d'essayer d'enfoncer un coin entre organisations syndicales. Et ça, en partie réussi, même si l'intersyndicale continue à se parler sur plein d'autres sujets. Mais en tout cas, ça fait des ordres qu'il y ait des signataires à cette lettre de cadrage en direction de notre secteur. Voilà où on en est, et évidemment, on conclura tout à l'heure par des perspectives de mobilisation, ce qu'on a déjà commencé. Merci beaucoup, Denis. Je rappelle pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route que vous pouvez poser vos questions en utilisant le petit onglet Q&R en bas de votre écran Zoom. Donc, n'hésitez pas pour qu'elles soient transmises aux invités de ce webinaire. Eh bien, on va maintenant passer à la partie revendication. Qu'est-ce que nous portons avec la CGT Spectacle dans ce cadre de négociation? Et donc, la parole est à Joachim. Bonsoir à toutes et tous. Claire et Denis ont expliqué un petit peu l'articulation, la manière dont se passent ces discussions, ces négociations. On n'insistera jamais assez sur le temps extrêmement contraint dans lequel on est, puisque aujourd'hui, il nous reste moins de 2 semaines pour tenter d'arriver à un accord entre partenaires sociaux du secteur. Et voilà, comme Denis vient de le dire, le fait que le comité d'experts ait aussi peu de temps pour travailler n'aide pas véritablement. On a décliné nos revendications, on va dire, sur 2 volets. Moi, je vais présenter le volet de revendications qui sont directement liés au fonctionnement des annexes, aux annexes 8 et 10. Et Antoine parlera ensuite de revendications qui sont très importantes et qui sont liées à la négociation d'assurance chômage et qui ont plus lié à la structuration de nos secteurs et à l'accompagnement de cette négociation.
Denis l'a dit, en 2019, dans le cadre d'une précédente renégociation de la Convention d'assurance chômage, qui n'est pas arrivée à son terme, nous avons négocié un accord et nous avons signé un accord unanime avec d'une part la FESAC côté employeur et les 5 centrales dites représentatives. Cet accord n'a jamais été appliqué puisqu'en 2019, la négociation interpro n'a pas abouti et que le gouvernement qui a repris la main par la suite n'a pas jugé utile de la mettre en œuvre. 2019, c'est un peu loin, mais il y a quand même des mesures dedans qui, s'il s'agit effectivement de les revisiter un petit peu, nous paraissent extrêmement importantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais notamment, nous portions une volonté d'avoir une meilleure prise en compte des périodes de formation professionnelle reçues. Donc ça, on continuera à le porter. Une valorisation du congé paternité, au même titre que le congé maternité et le congé d'adoption. Donc ça également, on va continuer à le porter parce que c'est un enjeu extrêmement important, notamment en termes d'égalité femmes-hommes, que le congé paternité puisse être effectivement pris. Ainsi qu'une revendication très importante concernant la prise en compte des arrêts maladie, ce qu'on appelle les arrêts maladie de moins de 3 mois, pour que ces arrêts puissent décaler les droits en cours pour les allocataires qui sont en cours d'indemnisation et qui tombent malades et qui sont du coup obligés de se déclarer en maladie et d'arrêter de percevoir des allocations chômage. Ainsi qu'une revendication très importante et qui devait régler donc depuis 2019 quelque chose qui est un dysfonctionnement de 2016 dont on s'est rendu compte au fil de l'eau, qui est l'ordre d'application des différentes franchises. Je ne rentre pas dans le détail directement. L'accord de 2019, il a été signé. On avait beaucoup communiqué à ce moment-là. On veut que les mesures principales soient reprises. Il y a peut-être des choses effectivement à réactualiser, mais en tout cas, sur les mesures, enfin sur le principe de ces mesures-là, il faut qu'elles soient portées et c'est important qu'elles soient portées par tout le monde. On a un deuxième volet qui est presque technique, mais qui est important en réalité, c'est l'actualisation des listes de fonctions. Ça ne concerne que les techniciens, c'est-à-dire l'annexe 8, où pour être éligible à l'annexe 8, il faut que la profession qui figure sur votre contrat et sur votre AEM figure sur une liste de fonctions. Cette liste de fonctions, elle est en général actualisée au sein des négociations des conventions collectives. Et ensuite, il y a une mise à jour vis-à-vis des listes et donc des listings de l'UNEDIC et de l'annexe 8. Il y a des retards un peu chroniques et il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte que ces mises à jour se fassent plus rapidement et qu'il n'y ait pas de pénalisation des salariés qui, eux, sont engagés sur une fonction dont on leur a dit qu'elle devait ouvrir droit et finalement, parfois, il y a les petits bugs et les petits bugs créent de grands problèmes. On a repéré aussi un certain nombre de points que nous, on appelle les incohérences et on va porter le fait de pouvoir les résoudre. Il s'agit de problématiques qui, en général, touchent extrêmement peu de monde, mais qui, pour ce très faible nombre de personnes, vont avoir des conséquences parfois catastrophiques. Parce que ça va bloquer leur indemnisation, ça va bloquer leur inscription dans le régime ou leur réinscription et parfois vraiment les bloquer pendant des semaines, des mois, voire des années, un endroit qui est problématique. Là-dedans, il y a l'élargissement, on demande l'élargissement des critères de démission légitime qui permet notamment de pouvoir quitter un travail à temps partiel au régime général pour pouvoir se réinscrire. Aujourd'hui, il y a quelques critères qui permettent de ne pas perdre le droit à l'assurance chômage, mais ces critères sont restrictifs et il faudrait
les élargir pour que des gens qui sont dans un processus de professionnalisation en tant qu'artistes ou en tant que techniciens et qui ont atteint leur seuil d'heure puissent faire la bascule sans être pénalisés. Il y a une problématique sur le point de départ de l'indemnisation qui parfois est calculé au premier jour du mois de la demande et pas au premier jour chômé après la fin de contrat qui permet de déterminer l'ouverture du droit et ça peut poser beaucoup de soucis. On demande aussi que de manière plus souple, un réexamen soit possible en cours de contrat sur un jour chômé, parce que parfois il y a des gens qui ont des contrats, notamment d'enseignement, qui sont de longue durée, mais à temps partiel, et donc il y a une alternance de quelques jours travaillés dans le mois et de beaucoup de jours chômés, et ça pose beaucoup de problèmes au moment du réexamen. Ainsi que, globalement, une meilleure articulation entre l'indemnisation, l'entrée dans l'indemnisation, la poursuite de l'indemnisation pour des personnes qui sont sous statut de la fonction publique territoriale. En principe, en pratique, il s'agit principalement de professeurs de conservatoire, souvent professeurs de musique, mais pas forcément uniquement, qui ont des contrats à temps très court et qui, à un moment, donc, ont la capacité d'avoir une autre activité à côté et qui, à un moment, font le choix de se consacrer uniquement à leur carrière, en général artistique, et il faut qu'ils mettent en place ce qu'on appelle une mise en disponibilité. Soit il y a des problèmes au moment de la mise en place, soit de son renouvellement. Et ça touche très, très peu de personnes, mais ça leur pourrit la vie à un niveau qui est incroyable. Et on a des solutions qui règlent la situation pour ces quelques cas par an et qui permettraient, là aussi, d'accompagner des gens dans un parcours de professionnalisation. Enfin, on a un certain nombre de revendications. Certaines sont relativement récentes, d'autres sont historiques. On va en porter dans le temps qui est très court un certain nombre. La totalité, on sait bien qu'on ne pourra pas porter toutes nos revendications historiques sur les annexes 8 et 10 sur lesquelles on n'a pas encore eu gain de cause, mais on va se concentrer sur un certain nombre de choses. Vous avez remarqué qu'on est dans un contexte de forte inflation et que les paramètres fixes de l'indemnisation, notamment l'allocation plancher, n'ont pas été révisés. Donc, on demande une revalorisation de ces paramètres fixes et qui soit au moins revalorisés à hauteur des paramètres mobiles de l'assurance chômage qui, eux, sont revalorisés régulièrement. En moyenne, c'est un chiffre de l'UNEDIC, les paramètres mobiles, dont une allocation minimale, ont été revalorisés d'1,3% par an sur les 5 dernières années. Ce n'est pas le cas des allocations planchers dans les annexes 8 et 10, et c'est important qu'on avance là-dessus. On va demander, bien évidemment, une révision de l'application du droit d'option, qui, sans entrer dans les détails, c'est quelque chose qu'on avait obtenu et qui permettait, sans qu'il soit parfait, à des gens qui avaient un droit ouvert au régime général de basculer relativement facilement dans certains contextes vers une indemnisation plus adaptée à leur pratique d'emploi actuelle. Une règle qui a changé et qui ne dépend pas de la négociation, c'est qu'aujourd'hui, il faut comparer non plus le montant de l'allocation journalière, mais le montant du capital restant dû. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on lutte, mais pas uniquement. On demande aussi la priorisation de la clause de rattrapage par rapport à un autre droit. Ça peut paraître très technique, mais en fait, c'est de rendre effectif et de ne pas faire tomber des gens qui, suite à un accident de carrière, peuvent pas renouveler un droit, mais bénéficient des critères de l'ARE, clause de rattrapage. Pôle emploi considère que si ils ont le droit à une allocation régime général, c'est prioritaire. Ça pose énormément de problèmes parce que l'allocation régime général, dans ces cas-là, elle est souvent extrêmement faible et que c'est des cas de désinsertion professionnelle terribles. Et enfin, il y a une problématique
que ce soit dans l'annexe 8 ou dans l'annexe 10, par rapport aux diviseurs. Dans l'annexe 10, je vais assez vite, mais dans l'annexe 10, en pratique, avant 2016, on avait des cachets qui valaient 8 heures, d'autres qui valaient 12 heures, selon qu'ils étaient isolés ou non, et on avait un diviseur unique qui était 10, entre 8 et 12. On est passé au cachet unique qui vaut 12 heures, qui est pris en compte à hauteur de 12 heures, et on a oublié de mettre à jour le diviseur, de le passer de 10 à 12. Et donc, il faut avancer vers ça. Dans l'annexe 8, il y a des problématiques pour qu'on ne puisse pas soit survaloriser, soit sous-valoriser les journées de travail. Là aussi, il faudrait mettre à jour le diviseur en le limitant, le mécanisme est différent, à 8 heures par jour et par employeur. Voilà, il y a une problématique aussi sur la manière dont on peut consommer les franchises. Nous, on souhaite que ce soit au choix de l'allocataire de les consommer de manière proratisée, c'est-à-dire une partie chaque mois, ou continue, c'est-à-dire que ce soit imputable directement, si on a 30 jours de franchise, que ce soit les premiers 30 jours indemnisables qui soient validés. Voilà, en gros, pour les adaptations qui nous semblent nécessaires et pour les revendications qu'on va porter. Et je laisse la parole à Antoine pour l'autre aspect de nos revendications. Merci Joachim. Je vais essayer d'être bref et synthétique pour qu'on puisse après s'engager sur le volet mobilisation qui, je pense, nous intéresse tous. Et toutes. Juste pour synthétiser quand même un petit peu ce qui vient d'être dit et répondre aussi à la question du camarade de Tours à laquelle tu as un petit peu répondu, mais les questions du droit d'option qui sont alors bon, qu'on a obtenu, comme tu dis Joachim, on a obtenu un petit aménagement sur une réforme catastrophique en 2014 qui va nous empêcher de pouvoir changer de droit en cours de route. Donc effectivement, ça, on voit bien les problèmes que ça pose et ça fait partie des priorités, mais une priorité, c'est surtout de rattraper l'appauvrissement général qui se fait du fait de l'inflation, du fait que les salaires sont gelés, et c'est aussi un volet sur lequel on va s'accrocher, et que les allocations de plancher n'ont pas monté. Et du coup, ça, c'est pour introduire le fait que la négociation des annexes 8 et 10, elle ne parle pas que de chômage, en fait. On ne peut pas parler de chômage sans parler de l'organisation du travail, des conditions de travail. D'ailleurs, la lettre de cadrage dans laquelle il y a cette grosse saloperie, disons-le, des moins 15% sur l'indemnisation, elle parle quand même de ça. Elle nous demande, elle fait une injonction sur laquelle on se jette volontiers à mieux s'organiser pour lutter contre le travail illégal, à réfléchir contre le recours, contre l'abus du recours au CDD successif, ce qu'on appelle la permittence grossièrement. Elle demande de travailler sur une meilleure articulation des aides à l'emploi pérenne. Donc tout ça, nous, on est pour et on compte profiter très sérieusement. Et la séance qui va se tenir mercredi, elle va parler principalement de ça, de ces négociations pour aller chercher des accords aussi sur ces questions-là. Donc des accords collectif pour mieux encadrer le CDD, mieux lutter contre le travail illégal. Et nous, on amène aussi plusieurs thématiques là-dedans qui ont un lien avec l'assurance chômage. Parce qu'en réalité, le travail illégal, c'est des dépenses en plus pour l'assurance chômage. Si on encadre mieux le recours au CDD, en fait, ça veut dire que c'est réellement les employeurs qui nous rémunèrent. Et tout ça, en fait, finalement, fait des économies qui nous permettent, nous, d'aller défendre le fait de relever les allocations planchers ou des choses qui vont, les améliorations qu'on essaye d'amener, quoi. Et du coup, oui, je disais qu'on essaye d'amener deux autres thématiques là-dedans, qui sont la première thématique, c'est le fait que quand on est intermittent, on navigue d'entreprise en entreprise, donc on ne peut pas, comme un travailleur dans une entreprise en CDI, avoir des heures de détachement syndical, ce qui fait que de fait, quand on est en représentation pour les professionnels qu'on représente, et ben c'est aussi l'assurance chômage qui nous paye, puisque ça ne peut pas se dégager sur du temps d'entreprise. Donc, on va essayer d'aller chercher un accord collectif pour obtenir une compensation de ça. Et parallèlement, la dernière chose, c'est ce qui concerne les arrêts maladie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui pèse sur les comptes de l'assurance chômage, mais qui est aussi une catastrophe sociale, en fait. C'est-à-dire que
le droit aux arrêts maladie pour les intermittents est assez terrible du fait des conditions pour avoir des droits à un arrêt maladie indemnisé qui sont assez lourdes, le fait que on va dire qu'il y a un relationnel difficile avec les caisses d'assurance maladie qui fait que c'est extrêmement complexe administrativement d'aller demander un arrêt maladie. Et puis aussi, les indemnisations sont très faibles pour tout un tas de mécanismes et qui sont les mécanismes de calcul qui plafonnent, par exemple, les indemnisations des arrêts maladie à 50 € par jour, à peu près, et qui font que, contrairement aussi à des travailleurs dans des entreprises réguliers, on va dire, on ne peut pas avoir de compensation employeur à un arrêt maladie. Alors, on a déjà un accord collectif qui permet d'avoir une petite compensation employeur mutualisée à partir du 90 jours d'arrêt, ce qui est quand même déjà conséquent, et une indemnisation dont les modes de calcul sont tout petits. Donc, on profite aussi de ces négociations pour essayer de travailler pour améliorer cette mutualisation, pour avoir une compensation employeur qui arrive, comme c'est le cas dans les autres entreprises, à partir du 8e jour. Et aussi que, parallèlement, les arrêts maladie puissent être comptabilisés pour l'assurance chômage pour ensuite ouvrir les droits. Ça, pour nous, c'est tout bénef. Ça nous ouvre quand même le droit à avoir un arrêt maladie. C'est quand même un petit peu ce qui paraît quand même un petit peu la moindre des choses. Enfin, on a vu pendant la crise Covid là, que c'était le non-recours aux arrêts maladie. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a fait une étude. Moi, je suis à Lyon. On a fait une étude avec le COREPS Auvergne-Rhône-Alpes qui aboutit au résultat que 3% des artistes, des travailleurs, artistes, techniciennes sondés sont allés travailler en sachant qu'ils avaient le Covid. Donc, ils avaient le Covid, ce qui est quand même un signe qu'on a un petit problème d'accès aux droits, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, on profite. On essaye dans ces négociations, on pousse pour amener tous ces sujets sur la table et pour faire ce grand pack qui ne se cantonne pas uniquement au règlement des annexes UT10. Merci Antoine et Joachim. Alors avant de passer à la partie mobilisation, on a 2 questions qui sont posées. La première, pourquoi les délais sont-ils si courts pour cette négo? Denis, si tu souhaites y répondre. Oui, ça découle de la lettre de cadrage qui a été envoyée d'une part, celle du gouvernement, a été envoyée le 1er août. Donc évidemment, le mois d'août a été complètement neutralisé. Elle devait l'envoyer le 24 juillet, ils ont tardé de l'envoyer, de toute façon ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils l'ont envoyé en disant les règles doivent être renouvelées pour le 1er janvier 2024, donc le temps que ce soit mis en œuvre, rétro-planning, c'est avant le 15 novembre, et donc vous négocierez en gros en septembre, octobre, et en fait, en gros, à peine la mi-novembre. Ça, c'est pour le régime général. Mais ça a démarré en réalité, le temps que ça commence, vraiment que dans la 2e quinzaine de septembre. Donc la lettre de cadrage pour le spectacle, on l'a reçue il y a une semaine, en gros. Alors, on se doutait que ça allait mal se passer, d'autant que, évidemment, transmettait les infos entre délégations confédérales et délégations fédérales. Mais donc, on a alerté dès qu'on a vu, puisqu'on a déjà, quand on a eu la première projet de lettre de cadrage du MEDEF qui annonçait 40% de baisse, on pourra préciser, mais on ne va pas le faire ici, trop de chiffres à l'oral, c'est en fait 40%, c'est devenu 15%, mais c'est 15% de baisse du ratio entre les dépenses et les recettes. Il y a 1400 millions de dépenses, il y a 455 millions d'allocations. Donc, évidemment, le MEDEF dit qu'il y a un déficit des annexes UT10. Vous connaissez cette ancienne depuis longtemps, mais comme le rappelait Samuel Turin, dont je sais qu'il est connecté à un débat où on était ensemble samedi à l'invitation de camarades de Lyon, de Antoine, il rappelait un propos de Mathieu Grégoire qui dit que si on prend en réalité les intermittents représentent 4,5% des allocataires et 4,5% des dépenses. Donc, un intermittent ne coûte pas plus cher ou pas très cher comme une personne de régime général. Donc, tout ça, évidemment, une présentation. Et donc, tout ça a fait que on s'est décalé. On a commencé que très tard. Et nous, on a alerté dès qu'on pouvait, dès qu'on savait, dès qu'on a vu arriver les projets de lettre de cadrage du MEDEF. Mais on a déjà fait plusieurs AG ou réunions
et pour autant, on sonne le tocsin parce que le délai est super court. D'une part, pour finir ces négociations, donc fin octobre, annexe 8 et 10, les négos régime général plutôt vers le 10 novembre, et dans tous les cas, pour savoir ce qui se passera selon s'il y a coup dur ou pas, il y en aura, donc il vaut mieux être mobilisé. Et donc, nous avons une deuxième question, plutôt une double question. La première, c'est quel serait l'effet concret sur l'indemnisation des 15% de baisse demandée dans la lettre de cadrage, et de préciser les sanctions que tu as évoquées, Denis. Alors, du coup, je vais répondre sur les sanctions. Les sanctions, c'est dans le cadre de France Travail. C'était l'immense cadre dans lequel le gouvernement veut aller, créer un grand France Travail qui s'occupe à la fois des allocataires actuellement, enfin des allocataires, des inscrits, allocataires ou pas, à Pôle emploi, et pour lequel il y a déjà un régime de sanctions qui est souvent assez lourd. Peut-être que les intermittents sont un peu plus épargnés, mais là, il s'agit de faire le même barème de sanctions pour les allocataires, enfin les inscrits au chômage actuellement Pôle emploi, les allocataires du RSA, les contrats engagement jeunes. C'est-à-dire c'est ce qu'ils appellent les sanctions remobilisation. On va te mettre un petit coup de taser parce que tu ne t'es pas présenté à un rendez-vous, on va te suspendre ton allocation, ton RSA, ton indemnité qui est liée au contrat engagement jeune ou ton allocation chômage. Donc évidemment, ceux qui sont visés, c'est notamment des travailleurs précaires dans des métiers dits en tension. Ils sont en tension parce qu'ils ont du mal à recruter, parce que les salaires sont très bas, les conditions de travail sont déplorables, et c'est souvent ça la raison, hein, parce que les soi-disant métiers en tension de quelques 200 ou 300 000 personnes, il y a toujours 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, et ce sera bientôt 8 ou 11 millions à France Travail si on met tous les allocataires du RSA et les contrats d'engagement jeunes. Donc ça, c'est les questions sanctions, et je laisse répondre Antoine sur l'autre question. Ouais, sur les 15%, bon, 15% de baisse demandée. Je pense qu'il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est une provocation. Enfin, on peut s'amuser à mesurer des choses. Déjà, c'est 15% du ratio, c'est-à-dire les dépenses divisées par les recettes sur une trajectoire d'ici 2026. Si on peut faire des projections, c'est assez ridicule en fait comme idée. Mais si on veut être concret, pour un ratio, ça veut dire que, étant donné que soit on augmente les recettes et donc il faut faire avaler que les cotisations vont augmenter, ce qui, à mon avis, n'est pas trop ce que souhaite le MEDEF finalement, quoi. Quand il demande 15%, ça serait étonnant de considérer qu'il souhaite qu'on augmente les cotisations patronales. Donc, effectivement, ça revient à faire 15% de dépenses en moins, et ça, vous pouvez vous amuser à le traduire comme vous voulez. Hein. Soit c'est toutes les allocations diminuent de 15%, soit on écrème, on durcit les conditions d'indemnisation pour qu'à la fin, ça fasse 15% d'économie. C'est-à-dire que on simplifie un petit peu, 15% d'intermittents en moins, etc. Dans la réalité, c'est beaucoup plus que 15% en moins, si vous voulez, puisque vous allez vous attaquer a priori aux indemnisations les plus faibles au départ. Donc, bon, dans tous les cas, si on va au bout de cette logique, c'est une catastrophe sociale, et on n'a pas la... C'est clair qu'on poussera, on ira jusqu'au bout pour un accord qui ne fasse pas la moindre économie, puisque au contraire, on essaye de trouver des améliorations. Mais ça nous met quand même une épine dans le pied pour ça, quoi. Et c'est pour ça que derrière, on a besoin d'une mobilisation qui soit forte, pour que derrière les employeurs avec qui on négocie, les employeurs du champ du spectacle, sentent qu'il y a un soutien populaire qui, derrière, même si on arrive à faire un accord qui ne respecte pas la lettre de cadrage, on arrivera à le faire avaler au MEDEF et ensuite au gouvernement si besoin. Voilà, ça c'est pour répondre rapidement à cette question. Puis je veux bien aussi répondre à la question sur le maintien de droit jusqu'à 62 ans, puisque est-ce que quelque chose va changer? Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, Joachim, dans notre liste de revendications, mais c'est sûr que c'est un point de vigilance pour nous. Et que ce soit dans le régime général ou dans les annexes 8 et 10, on va se battre pour essayer de maintenir le maintien de droit à 62 ans effectif, c'est-à-dire qu'il n'aille pas courir après l'âge de départ à la retraite effectif, comme ce serait logique. Et il se trouve que ce n'est pas rédigé de la même manière entre le règlement général où est mentionné l'âge légal de départ à la retraite et le règlement des annexes 8 et 10 où l'âge de 62 ans est précisé en numéraire.
Donc, quelque part, on pourrait presque se dire qu'avec un peu de chance, personne ne se rend compte que c'est encore là et puis on le fait avaler. Mais bon, dans la réalité, je pense qu'il va falloir se battre un petit peu pour gagner cette compensation à cette malheureuse réforme des retraites qu'on a eu tant de mal, enfin, contre laquelle on a lutté très fort. Voilà. On a encore quelques questions que je vais vous soumettre pour essayer d'avoir des réponses rapides puisque l'heure tourne. Encore une question juste en lien avec les 15%, comme ça on enchaîne. Est-ce que les 15% auront un effet sur le nombre d'heures ou cachets à faire sur une année pour renouveler ses droits? Je peux prendre la réponse. A priori, non. D'autant que nous, on n'est absolument pas dans la logique de se conformer à cela. Donc aujourd'hui, nous, il est hors de question qu'on accepte une mesure qui changerait ce qui est un gain historique de 2016, c'est-à-dire le retour à la règle des 507 heures de travail qui donne droit à 1 an d'indemnisation, qu'on soit artiste ou technicien, qu'on soit en annexe 8 ou en annexe 10. Ça, on l'a peut-être oublié de le rappeler, mais c'est le gain le plus important de 2016. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ah oui, non, je voulais juste préciser pour le camarade qui pose la question sur le 62 ans, si tu es déjà en maintien de droit, en fait, la règle ne va pas changer. C'est pas parce que tu as 62 ans que la règle va changer. Si tu as déjà acquis ton maintien de droit, des questions se posent pour des gens qui vont atteindre 62 ans. Aujourd'hui, nous, on pense que ça ne devrait pas changer et on va se battre pour ça. Mais voilà, pour les gens qui sont en maintien de droit, ça ne va pas changer. Merci. Je prends une autre question de François Dorambus. Je vais la lire. Vu le cadrage, ma question est sûrement vaine, mais côté congé spectacle qui ampute au prorata de leur montant notre indemnisation n'est pas une revendication. Aussi, quelle profession va devoir rembourser ses congés payés? Qui veut... Moi, je vais bien répondre. Mais personne ne va rembourser les congés payés. Les congés payés, c'est du salaire en différé. Les salaires en différé, ça veut dire qu'on a travaillé, on a travaillé 50 jours, on a droit à 5 jours de congés payés, 100 jours, 10 jours de congés payés. Ça, c'est une chose. Par contre, ça fait peut-être référence au fait qu'il y a une franchise congés payés depuis l'accord 2016. Ça veut dire que donc, si on a 10 jours de congés payés, par exemple, parce qu'on a travaillé 100 jours, eh bien, on a 10 jours de franchise qui sont intervenus depuis l'accord 2016. Ça, évidemment, on n'a pas pu obtenir tout ce qu'on voulait dans l'accord, et cette franchise, elle fait partie de ce point-là. Il y a des choses très bien dans l'accord de 2016, les 107 heures sur 12 mois, les cachets de 12 heures, la neutralisation du congé maternité, mais il y a cette franchise, et cette question-là, et notamment la difficulté des franchises, c'est ce qu'on a essayé de corriger dans l'accord 2019 et qui n'a jamais été transposé. Donc, du coup, on est cette question. J'espère que ça répond à la question de François, mais sinon, on répondra par écrit. Peut-être qu'on peut prendre une autre question, parce qu'il faut qu'on se garde un petit temps pour parler de mobilisation. On va prendre une autre question, oui, à savoir, est-il possible de demander à élever les minima d'ARE des techniciens au même niveau que celui des artistes et de l'intégrer nos calculs dans cette négo? Ça, on avait déjà évoqué ce point dans la présentation qui est faite. Est-il possible d'indexer ces minima sur l'inflation? Non seulement c'est possible, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. C'est totalement absurde cette différence à 38 € ou 44 € sur un minimum. Et on demande les deux. On demande les deux, de l'indexer sur l'inflation. En tout cas, on s'est un petit peu fait avoir avec ces paramètres en numéraire. On va essayer de rattraper le coup pour qu'ensuite ils puissent bouger de manière mécanique. Un tout petit complément, l'absurdité, enfin, je suis d'accord que ça peut être absurde, mais en fait, ça avait été calculé notamment par Mathieu Grégoire, qui à l'époque était dans le comité d'experts. Il n'a pas été reconduit cette fois-ci, il a été puni pour avoir osé dire ce qu'il pensait de tout le mal, ce qu'il pensait de la régime d'assurance chômage, des réformes d'assurance chômage jusqu'à présent. Mais elles ont été, en fait, les 38 € en annexe 8 et le 44 € en annexe 10, c'était pour ne pas, dans le passage à 107 heures sur 12 mois, se retrouver avec une allocation plus basse pour tous ceux qui étaient tout juste 507 heures sur 12 mois et qui auraient du coup eu une division pour le calcul de l'allocation du même salaire sur un temps
temps un peu plus long puisqu'on passait de 10 à 12 mois, ou 10 et demi à 12 mois. Donc, c'est pour ça, c'est de là que ça vient les 38 € et les 44 €. C'était une allocation plancher. Ce qui a été une grande victoire, c'est de gagner une allocation plancher, parce que ça n'existe pas au régime général. Au régime général, il y a une allocation minimale de 31,29 €, mais il y a 40% des gens qui sont en dessous des 31,29 €. Donc, nous, on a une allocation plancher, c'est très important. Par contre, il faut les améliorer. Et il faut obtenir qu'elle soit revalorisée. Effectivement, en 2016, on est dans une période où il n'y a presque pas d'inflation. On ne pense pas à le mettre dans les paramètres qui vont être revalorisés. Pour nous, c'était automatique. Mais évidemment, on a des gens qui nous disent « Ah, bah, puisque vous ne l'avez pas prévu, on ne le fera pas », comme encore au mois de juin dernier, où on n'a pas réussi à obtenir une revalorisation de ce paramètre, alors qu'il y avait une petite revalorisation au régime général, même si elle était très minime. Et donc, on va prendre une toute dernière question dans le listing qui s'affiche. Sait-on si les tensions sur l'emploi dans la restauration et l'hôtellerie ne sont pas dues à la réforme contre les saisonniers, Antoine? Et oui, on sait, c'est le cas. On a tellement dégradé l'assurance chômage de toutes les personnes en emploi discontinu en dehors des intermittents du spectacle que, effectivement, ça finit par faire l'effet inverse de ce qu'ils cherchaient, en se disant qu'on va mettre la pression en revoyant les conditions du chômage à la baisse, mais au final, les conditions d'emploi étant ce qu'elles sont par ailleurs, les gens n'ont plus bossé, quoi. Donc, peut-être que ça peut nous aider, que ça peut les aider aussi en créant un rapport de force favorable. À revoir la position quand ça finit par aller du mauvais côté, y compris pour le patronat, quoi. Merci. Pour les questions qui restent, on va tâcher de vous répondre puisque c'est possible aussi de vous mettre des réponses écrites. Mais l'heure tournant, on va maintenant passer à la partie mobilisation, puisque comme on l'a vu, on est dans une négociation éclair puisque ça doit aboutir le 27 octobre, soit dans 11 jours. Donc, place à l'action maintenant pour la partie mobilisation. Denis est en train de répondre en même temps. C'est à moi de répondre sur cette partie-là. Bon, je ferai la réponse sur la garantie sur l'autre par écrit. Bon, donc, partie mobilisation, c'est clair qu'il faut prévenir un maximum de collègues, un maximum de personnes de la situation, parce que on a été... il y a eu toutes les luttes de 2016, il y a eu donc là, on était sur une période très très longue, hein, puisque je vous rappelle que c'était entre mars 2014 et puis l'été 2016 que ça s'est fait. Puis il y a eu la période Covid qui a été extrêmement longue, et puis là, on est sur une période extrêmement courte sur laquelle il faut bouger. Donc déjà, prévenir tous les collègues, c'est extrêmement important. Le 20, il y a une prochaine négo année suite et 10 qui a lieu le vendredi prochain. Donc, dans un certain nombre de régions, nous avons prévu des rassemblements ou des tractages ou des actions, comme ça a déjà été fait à différents endroits. À Paris, pour ceux qui sont en région parisienne, un départ est prévu à 16h30 depuis le ministère du Travail, donc au métro Invalide, métro Varennes ou métro Varennes, pardon. Et donc, pour aller ensuite en direction du MEDEF. Les négociations ne se passent pas au MEDEF, mais c'est le MEDEF qui nous signe cette lettre de cadrage. On le fait un vendredi soir parce que ça permettra d'avoir le retour de la délégation sur ces négos de vendredi et de pouvoir tenir les infos. Et donc ça, c'est pour la région parisienne. On donnera d'autres rendez-vous. Évidemment, il faut s'organiser. On essaye de tenir des assemblées générales le plus possible. Donc, sans doute qu'en tout début de semaine prochaine, on va pouvoir en annoncer une. On se cale un peu sur différents calendriers pour ce qui est de la région parisienne. Et évidemment, les camarades de région tâchent d'organiser des points de rendez-vous là-dessus. Une question qui est posée, on va répondre à plusieurs. C'est évidemment tous ceux qui sont un peu isolés, qui n'ont pas forcément les moyens de faire un rassemblement un peu conséquent dans leur région ou autre. Quoi faire? Donc, on a quelques propositions par rapport à ça, puisque le gros point, c'est de faire l'info et de faire en sorte que nos collègues soient au courant. Et encore une fois, qu'on soit au courant dans le champ des annexes 8 et 10, parce qu'il y a cette
cette négo spécifique, mais qu'on le fasse en lien avec l'ensemble de ceux qui sont concernés, puisque sinon on finit, c'est ce qu'on avait identifié depuis longtemps, et notamment au printemps 2021, à être vraiment le régime spécial. On ne s'abstrait pas de ce qui se passe, France Travail, les baisses de droits ou le massacre des droits dans le régime général qui touche nos collègues qui parfois bossent, y compris sur les mêmes festivals que nous, pour dire les choses clairement. Alors, si je peux continuer, déjà, je peux donner le rassemblement à Lyon, dont j'ai eu l'info 5 minutes avant le webinaire qui se tiendra aussi ce vendredi 20 octobre à midi devant l'Opéra. Donc, vous êtes tous et toutes bienvenus et je pense envisager quelque chose de festif avec des instruments de musique. On a fait la fête de l'assurance chômage à Lyon ce samedi. Ce serait bien de continuer sur cette dynamique, d'être sur quelque chose d'assez enthousiaste, autour de ça. Ensuite, je pense qu'il y a différentes façons de s'investir et de se tenir au courant. Je vais en dire une de manière assez directe, mais c'est éventuellement de rejoindre les rangs de nos syndicats, mais pas seulement en prenant des cartes, même si c'est toujours du soutien. Ça vous assure aussi une certaine protection. Enfin, ça participe à la solidarité. Mais aussi en participant au collectif qui organise les mobilisations sur place, parce qu'on n'est jamais trop nombreux en région pour le faire logistiquement, et puis aussi pour en parler, parce que plus on est nombreux dès le départ à faire passer le message, plus il arrive, quoi. Donc ça, et de manière un peu plus instantanée, même si c'est pas très très long d'adhérer à un syndicat de la CGT Spectacle, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram intermittent .es 2023 qui regroupe un peu plus de 1000 membres aujourd'hui et sur lesquels on essaye de faire circuler un maximum d'informations sur les mobilisations et puis sur les mobilisations un petit peu partout, quoi. C'est une façon numérique de s'investir, même si on a besoin, je pense maintenant, d'ancrage local et concret pour faire partir cette mobilisation. Voilà. Bien, merci beaucoup. On se dirige vers la fin de ce webinaire. Merci aux nombreuses personnes qui ont assisté. Et puis donc, pour vous tenir au courant de la suite de la mobilisation, puisque c'est ça qui va être très important, n'hésitez pas à régulièrement consulter la page Facebook de la fédération, celle des syndicats, compte Twitter, et à vous tenir informé des actions qui vont être menées. Alors là, il y a toute une salle de questions qui vient d'arriver. Le lien Telegram vient effectivement d'être indiqué sur l'onglet questions-réponses. Il y a également le Synthac, la section Île-de-France du Synthac qui organise ce jeudi à 18h une AG ouverte dans les locaux de la fédération, donc rue des Lilas dans le 19e. Et un rendez-vous à Toulouse, là, nous dit. Rendez-vous à Toulouse, pour mercredi. action le mercredi 18 au matin, jour donc de la prochaine négociation sur les annexes 8 et 10. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire qui a donc été enregistré et qui sera donc retransmis sur le Facebook de la fédération et que donc vous pouvez aussi utiliser, revoir, diffuser auprès de vos collègues puisque comme on l'a dit, la première étape c'est d'informer un maximum pour pouvoir mobiliser un maximum. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.